Voilà, bonjour tout le monde. Il est 12h40, donc comme d'accoutumé, je vais prendre la parole pour présenter l'intervenant du jour. Alors aujourd'hui, on accueille Fabien Bouisseret. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Fabien, c'est un ancien doctorant de Lumons, qui est maintenant professeur en haute école, mais qui garde quand même un certain contact avec le monde de la recherche, puisqu'on le voit apparaître ci et là dans des projets de recherche de différents services de physique théorique ici à Mons. Et puis Fabien, c'est aussi un habitué des séminaires sandwich, puisqu'il y a quelque chose comme 2-3 ans, j'ai plus les chiffres en tête, mais il nous avait présenté un séminaire sur la physique des hadrons. Donc il avait expliqué un peu les dates clés qui ont jalonné ce pan moderne de la physique. Et aujourd'hui, il revient pour nous parler d'un sujet complètement différent. En fait, il va nous parler de mécanique classique. Alors, en fait, c'est assez particulier parce que Fabien, il est venu de lui-même vers nous en nous disant « Ah, écoutez, j'ai une conférence qui se prépare sur de la mécanique classique. » Alors, pas de la mécanique classique comme on l'entend d'habitude en secondaire ou même en début de cursus universitaire, donc pas de la mécanique classique newtonienne, mais plutôt aborder des formalismes un peu plus avancés, des formalismes lagrangiens, miltoniens, donc finalement de la mécanique dite analytique. Et donc, nous, Gwendoline et moi, quand on a un speaker qui vient vers nous en nous disant si vous voulez, je peux rajouter une date pour qu'on fasse un séminaire sandwich avec ça, mais évidemment, on l'accueille à bras ouverts. Et donc voilà, c'est comme ça que le séminaire du jour est né. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour te laisser la parole. Donc, bon appétit à tout le monde. Et Fabien, tu as toute notre attention. Ok, merci à tous, bienvenue, bon appétit. Et une petite introduction pour ce séminaire sandwich. Donc je vais parler évidemment c'est un sujet vieux, vénérable, qui n'est pas mon invention, mais j'en profiterai quand même pour glisser quelques résultats sur une belle collaboration qu'on a donc ici avec Nicolas Boulanger pour Lumons et avec des collègues à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, que je salue d'ailleurs puisqu'ils me verront sur YouTube. Le sujet, en fait, vous ne le trouverez pas dans les livres de physique, c'est une dénomination qu'on appelle contrôle moteur. Donc ce qu'on appelle le contrôle moteur, c'est classé généralement dans les départements c'est de la neurologie, neurophysiologie. On va trouver ces interrogations-là chez les personnes qui étudient le corps humain, le cerveau, le système nerveux. C'est le mouvement humain, en fait, le mouvement volontaire. Quand je bouge, pourquoi je bouge comme je le fais. Et c'est amusant que c'est un sujet qui soit surtout pratiqué par une communauté dite médicale, parce que finalement, la science du mouvement reste la mécanique depuis les origines, et donc il ne faut pas s'étonner si en fait périodiquement il y a des ingénieurs, des physiciens qui font des incursions dans le domaine du contrôle moteur en se disant mais finalement tous ces outils que j'apprends pour analyser le mouvement, en quoi est-ce qu'ils vont m'aider et est-ce qu'ils peuvent éclairer le mouvement humain. Je parlerai même pas des applications de robotique, parce que ça, je connais très peu, mais c'est clair que quand vous voyez ces dernières vidéos de Boston Dynamics avec des robots qui chargent des caisses, qui montent sur des échafaudages et tout ça, à un moment, il faut quand même apprendre à ces machines sur base d'informations de capteurs. Chez nous, on a les capteurs intégrés, il n'y a pas de problème, mais sur base d'informations, à marcher et à se comporter comme un humain. Et donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire se mouvoir comme un humain ? Donc se mouvoir comme un humain, est-ce que c'est bêtement appliquer la mécanique ? Mais j'en suis pas sûr, parce que malgré tout, la mécanique, la première chose qu'on se dit, c'est on va considérer un point matériel, et c'est très bien pour un objet inanimé. Et nous, on est très très loin d'un objet inanimé. Alors peut-être que chacun de mes atomes suit la loi de Newton aveuglément, mais en fait pas du tout. Donc là, je suis arrivé, Cyril m'a dit, écoute, tu dois pas bouger, tu dois pas toucher les tables, tu dois plutôt rester ici parce qu'il faut qu'on te voit dans la caméra, tout ça. Donc j'ai sans doute plein d'atomes qui veulent suivre effet Galois tranquillement, mais je sais aussi que je dois obéir à tout un tas de contraintes environnementales, d'efficacité, du mouvement, qui sont absolument différentes. Donc il y a quelque chose de plus. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose de plus ? Ce qui est amusant, puisqu'on est entre physiciens majoritairement, enfin je suppose, ou du moins entre scientifiques, c'est de se dire que on aurait le droit de ne pas suivre la mécanique finalement. Moi je peux choisir de ne pas
suivre la mécanique, mais est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais pas le faire? Alors, il y a certains cas où on se dit, la mécanique, quand même, elle devrait être incontournable. Et je vais beaucoup me consacrer à l'exemple de la marche ici, la marche en tant que mouvement volontaire. Mouvement volontaire, mais notez bien, assez fortement automatisé. Je peux marcher sans que ça soit vraiment conscientisé à chaque pas que je fais. Donc je parlerai assez bien de la marche parce que c'est un sujet qui est fort bien connu et fort bien étudié, en sachant que ce que je dis est loin de se limiter à ça, hein, bien entendu. C'est juste des exemples que je prendrai. Et l'idée de cet exposé, c'est de voyager dans les formulations de la mécanique en se disant que finalement, à chaque fois, ça peut offrir un éclairage sur le mouvement humain. Alors ça, c'est la toute première formulation de la mécanique qu'on apprend aux enfants. Et bon, voilà, hein, vous savez bien, on a un objet, on a des forces extérieures. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est de penser, maintenant, si on ramène ça au mouvement humain, c'est que finalement, l'image de Newton, elle nous suggère un mouvement qui se construit. Donc, je suis à l'étape 1 et puis j'avance à l'étape 2, à l'étape 3, en fonction des forces, en fonction des contraintes qui s'exercent sur moi en ce moment. Et il est vrai que voir les choses comme ça, c'est intéressant. Par exemple, vous pourriez être tenté de dire, moi je pense que la marche se modélise essentiellement comme un système masse-ressort. Où est la masse? Mon corps, ici, le centre de gravité de l'humain est à peu près ici, 55% de la hauteur. Et donc il y a une masse quelque part. Et le ressort, c'est quoi? C'est mes jambes qui se compriment, qui se redressent. Voilà, accumulation d'énergie, restitution d'énergie. Et dès lors, on peut se dire, mais est-ce que finalement, quelqu'un qui marche, je peux y voir la trace d'un système masse-ressort? Oui, très certainement. Vous avez des tracés typiques ici. Énergie potentielle, belle sinusoïde. Donc quand je marche, mon centre de gravité fait ce mouvement harmonique simple, caractéristique d'un système masse-ressort. L'énergie cinétique, c'est à peu près ça. Vous voyez... maximum d'énergie potentielle, minimum d'énergie cinétique, vice-versa. Est-ce que l'énergie totale est conservée? Non, en fait, pas tout à fait. Vous voyez, l'énergie cinétique totale, l'énergie totale est relativement bien conservée, plus en tout cas que, la somme énergie potentielle et cinétique est plutôt constante. Elle ne l'est pas vraiment parce que lorsque je marche, je dois quand même injecter moi-même de l'énergie pour compenser certaines pertes. Ça semble assez naturel. Ce qui est peut-être moins naturel, c'est de se dire, tiens, il me semble que j'ai un intérêt quand même énergétique à conserver cette énergie totale. Parce que finalement, moins j'en perds, moins je serai obligé d'en réinjecter. Donc, est-ce que je peux apprendre à mieux contrôler mon énergie totale? Figurez-vous qu'il y a des chercheurs qui ont fait une expérience sur plusieurs, j'ai oublié le pays d'Afrique, mais dans ces pays d'Afrique où les femmes sont habituées à porter de lourdes charges sur leur tête pendant des longues distances, on peut montrer très clairement un apprentissage du mouvement où en fait l'énergie totale est mieux contrôlée que chez des gens, chez nous par exemple, qui n'avons pas cette habitude-là. Et finalement, on voit que par l'apprentissage, par une volonté de moins se fatiguer, tout simplement, les considérations énergétiques sont là et on peut aussi apprendre, adapter le mouvement, même si ce n'est pas conscient à nouveau, mais pour être économe en énergie, disons. Alors, ça, c'est l'idée de Newton. Et puis, ce qu'on apprend également, c'est que Lagrange est venu révolutionner la mécanique. Et ça, c'est vraiment intéressant, en fait, dans une optique de contrôle moteur. Parce que dans la philosophie de Lagrange, je crois qu'on a souvent vu ce genre de diagramme. Ça vient de Wikipédia, c'est pas mon diagramme. L'idée de Lagrange, c'est de dire, oui, certainement, entre une position initiale à un instant initial et une position finale à un instant final, on pourrait faire tout un tas de trajectoires, toutes plus bizarres les unes que les autres. Simplement, le système en réalise une, et celle-là, c'est celle qui va minimiser l'action totale. Alors, ça, c'est philosophiquement intéressant pour aborder le contrôle moteur, parce que finalement,
c'est exactement notre cas. Si je veux faire un mouvement, si je veux déposer ceci sur la table, je peux le faire d'une infinité de manières. Je peux amener ça là-bas, redescendre, remonter. Simplement, je vais faire un seul mouvement et pas un autre, puisque si on me demande 10 fois de faire ce mouvement, je ferai 10 fois plus ou moins le même mouvement. Et donc, dans une optique lagrangienne, en fait, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a une action pour le mouvement volontaire humain ? Est-ce qu'il existe un principe que je vais chercher à optimiser ? Donc, cette idée-là a suscité en fait beaucoup de travaux de recherche, même si les chercheurs dans ce domaine n'appellent pas ça une action, parce qu'ils ont plus tendance à appeler ça une fonction coût pour se rapprocher de problèmes d'ingénierie, mais c'est quand même la même idée, c'est quand même une fonctionnelle qui est censée être minimisée sur le mouvement. Alors, il y a des expériences historiques qui ont été faites avec la question, mais tiens, à quoi ressemblerait une action pour un mouvement volontaire humain ? Et donc, il y a des travaux qui datent, oui, on est en 1985, là, où on a une personne à qui on demande d'apporter un objet test d'un point à un autre. Il y a un parcours bien défini. Donc, c'est des tâches de pointage, comme on appelle ça. Quand vous utilisez votre souris ou votre trackpad, vous faites une tâche de pointage, aller d'un point à un autre. Et ce qui a été montré, en fait, c'est que l'action qui sort de là, et visiblement qui est optimisée par la personne, n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude. Il y a une minimisation de la suraccélération, variation d'accélération au cours du temps, le jerk en anglais, qui est en fait relié à la fluidité du mouvement. Donc, si vous voulez une intuition de ce que signifie ce paramètre-là, on perçoit comme plus fluide un mouvement avec cette grandeur-là plus petite. Et donc l'idée, c'est que peut-être, dans ce genre de mouvement, un individu cherche à minimiser cette grandeur-là. Et c'est amusant de penser à ça, parce que d'emblée, ceci est une action non standard. Dans la mécanique de Lagrange habituelle, il n'y a pas de dérivée troisième de la position, on va au plus jusqu'à des dérivées premières. Alors ces théories avec un grand nombre de dérivées sont encore aujourd'hui étudiées, parce qu'on peut assez rapidement montrer qu'elles ont des propriétés potentiellement désagréables. Il n'y a pas de trajectoire stable qui existe avec ça. Il y a beaucoup de soucis au niveau de l'énergie, mais il y a surtout des mouvements non bornés. Et donc aujourd'hui encore, on va trouver des travaux de recherche en physique théorique consacrés à ce genre d'action. Donc c'est un lien intéressant de réaliser que ce genre d'action-là, finalement, loin d'être une curiosité formelle, peut-être qu'on la retrouve dans notre propre comportement volontaire. Et donc il y a des travaux qui existent, il y a des idées, des modèles. Par exemple, vous voyez cette action-là, minimiser cette grandeur-là, un mélange d'accélération et de vitesse au cours du temps, semble avoir des bonnes propriétés. Une analyse mécanique dit que ça autorise des mouvements bornés, périodiques, comme quand je marche, comme quand j'agite les bras. C'est des structures qui sont connues en physique depuis les années 50. Et par exemple, cette action-ci, elle est tout à fait singulière, parce que parmi d'autres choses, elle prédit un lien entre la vitesse et le rayon de courbure. Alors, tous ceux qui ont déjà entendu parler du problème de Kepler savent qu'il peut exister, pour certains mouvements, des liens entre la vitesse de déplacement et le rayon de courbure. Mais voilà, ce genre d'action prédit un lien entre la vitesse et, la courbure exposant au moins un tiers, qu'importe l'exposant, ce lien existe. Et est-ce qu'on va rencontrer ce lien ? Eh bien, là aussi, en mouvement volontaire, ça c'est une loi qu'on appelle la loi 2/3, et que nous avons tous tendance à appliquer. Donc si je vous demande par exemple ça c'est quoi ? C'est un article dans lequel on a demandé à des participants de dessiner des ellipses, tout bêtement. Si je vous demande de dessiner une ellipse, votre mouvement va respecter cette loi-là. Si je vous demande de tracer différentes courbes fermées avec votre bras ou sur une table, ou même en bougeant vos yeux, vous allez suivre ce mouvement-là. Donc ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a tout un tas de lois qui sont cachées dans nos mouvements, et dont l'origine, finalement, je pense qu'expliquer leur origine, comment ça s'imprime dans le cerveau, finalement, est encore
pas clair. Donc on décrit, on constate, et c'est sans doute qu'on a intérêt à le faire d'une certaine manière. Alors l'intérêt principal, on pourrait se dire, c'est l'énergie, c'est l'économie d'énergie. Alors il y a un autre intérêt aussi, quelque chose que l'humain a intérêt à faire, c'est être adaptable. Parce que, en fait, personne ne fait 2 fois le même mouvement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je marche, j'aurai une marche régulière, certes, mais je ne vais jamais faire 2 fois le même pas. Par exemple, la durée, un pas n'aura jamais vraiment la même durée. Comme je contrôle bien, chez quelqu'un en bonne santé, la régularité est de l'ordre de 2 ou 3%, même moins parfois. Donc on ne fluctue pas beaucoup, mais on sait le faire. Et en fait, ça, c'est un intérêt évident, c'est que si on ne savait faire vraiment qu'un seul mouvement, mais je pense qu'on tomberait tout le temps. On doit pouvoir s'adapter aux changements d'environnement, aux changements de direction, aux contraintes extérieures. Donc, chez l'individu sain, vous allez trouver, ça c'est le genre de tracé qu'on peut trouver, ça c'est quelqu'un qui marche, la durée de son pas sur un grand nombre de pas. Et en fait, cette variabilité-là n'est certainement pas perçue comme un défaut, en fait, mais comme une qualité finalement reliée à l'adaptabilité. Ce genre d'étude a suscité beaucoup de discussions parce que cette variabilité-là, cette aptitude à changer légèrement le pas, disparaît en fait chez des gens qui ont des maladies neurodégénératives, des parkinsoniens, c'est le cas le plus connu. Et donc, il semble qu'il y ait quelque chose au niveau du système nerveux central dans votre cerveau qui est responsable d'une certaine gestion de la variabilité, de la planification du mouvement. Pour étudier ça, eh bien, les spécialistes du domaine se sont mis à utiliser des exposants, des grandeurs qu'on va retrouver dans les systèmes chaotiques. Parce que tous les calculs montrent ça, c'est que la variabilité d'un individu en bonne santé ressemble à un système chaotique, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas aléatoire, c'est pas non plus trop simple. C'est juste le bon dosage de complexité qui garantit des performances maximalement efficace. Et en fait, quand on parle de système chaotique, eh bien, là, on arrive naturellement à la mécanique de Hamilton, parce que c'est dans ce formalisme qu'on va trouver les outils les plus puissants, les plus robustes pour étudier les systèmes chaotiques. Alors, l'idée de Hamilton, c'est finalement... Bon, il y a des tas de choses à dire de la mécanique de Hamilton, mais dans notre contexte à nous, le grand intérêt de cette mécanique, c'est que tous les degrés de liberté du système sont explicités et représentés dans un espace plus grand que l'espace des positions, qui est l'espace des phases. Donc on a les impulsions et les positions, qui sont des degrés de liberté indépendants dorénavant et qui sont représentés dans l'espace des phases. Et lorsqu'on fait de la mécanique hamiltonienne, ce qui est très agréable, c'est que tout devient géométrique, puisqu'on se retrouve à faire de la géométrie de cet espace des phases. Alors, juste pour vous montrer ce qui se passe, voilà, si vous enregistrez le centre de gravité de quelqu'un qui marche, je reviens toujours à cet exemple au cours du temps, vous voyez cette sinusoïde pour la hauteur, quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour la vitesse, mais qu'importe. Dans la représentation de l'espace des phases, ces deux courbes-là deviennent un tracé bien précis, une courbe fermée qui représente mon mouvement dans l'espace des phases. Si j'étais un oscillateur harmonique parfait, je ferais une ellipse et il n'y aurait pas ça, là, comme ça. Alors, étudier la forme est intéressant et surtout au niveau de la variabilité, ce qui est vraiment pertinent, c'est de représenter ce qui se passe dans un grand nombre de cycles. Donc, vous voyez, un individu qui marche, pendant toute la durée de son trajet, va tourner autour d'un tracé de référence, entre guillemets. Ce tracé de référence, c'est ce qu'on appelle un attracteur dans les systèmes chaotiques. Et ça, c'est une façon de voir l'apprentissage d'un geste, en fait, puisque là, je suis plus dans des notions d'apprentissage. Peut-être que ce que j'apprends, lorsque j'apprends à marcher, l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend ? Il apprend un cycle de référence. Il apprend un motif idéal qui lui permet de ne pas tomber, d'avoir une marche correcte, stable. Et quand il marche, qu'est-ce qu'il va faire ? Et nous-mêmes, quand on marche,
inconsciemment, on va essayer de suivre ce motif. Alors parfois on sera un peu plus loin, on va devoir adapter, parfois on sera pas assez loin, on sera plus vers le centre, on va devoir augmenter vitesse ou position, mais néanmoins, il y a un principe qu'on va essayer de respecter. Alors ça s'apprend de respecter un attracteur. Ça s'apprend et alors malheureusement aussi on pourrait dire ça se désapprend. Donc juste pour vous montrer cet exemple-là, on a fait la même expérience sur un adulte en bonne santé de 22 ans, un enfant en bonne santé de 8 ans et une personne de 62 ans. Eh bien, finalement, je crois que représenter les choses dans l'espace des phases, ça se passe de commentaires. C'est-à-dire que l'enfant, vous avez à chaque fois le trajet moyen, l'enfant, il apprend, il fait ce qu'il peut. Parfois, il est franchement à côté. Parfois, il est très près. L'adulte, c'est le seul, l'adulte en bonne santé, c'est le seul où on voit vraiment un respect constant, en fait, de ce tracé. Et après, chez les personnes plus âgées, il y a aussi un phénomène de désorganisation progressive qui va apparaître dû à un moins bon contrôle. Alors, lorsqu'on fait de la mécanique hamiltonienne aussi, il y a quelque chose dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, c'est la notion d'invariant. Parce que j'ai parlé de variabilité, avec Lagrange, j'ai parlé de trajectoire optimale, mais lorsqu'on est dans une optique de physicien, finalement, une question qui est centrale, c'est de se dire, et dans ce mouvement qui a l'air quand même assez variable, est-ce que malgré tout il y a quelque chose de conservé? Et si je trouve des choses qui sont conservées, eh bien ça peut me suggérer une façon de penser pour l'individu qui se déplace. Parce que peut-être qu'une manière économe pour le cerveau de modéliser un mouvement, d'entamer un mouvement, c'est de se dire je vais essayer de maintenir ça constant. Et j'ajuste mon mouvement en fonction de cette chose qui est constante ou pas. Eh bien, en mécanique hamiltonienne, il y a ce qu'on appelle les variables d'action, qui sont en fait l'intégrale définie sur un cycle de l'impulsion par rapport à la position. Géométriquement, à nouveau, c'est la surface du cycle. Donc, tant pis pour l'intégrale, on n'en fera pas aujourd'hui. Retenons que c'est la surface du cycle. Et si la dynamique du système est constante quand je marche, eh bien, immanquablement, ce cycle-là cette surface-là devrait être constante. Et là, j'arrive à des travaux originaux. Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée, c'est de se dire, bon, je demande à quelqu'un de marcher 10 minutes, son pas va changer sans cesse, la fréquence du cycle va changer, les énergies mises en jeu vont changer aussi parce qu'il y a une variabilité inhérente au mouvement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui reste constant? Eh bien, ce qu'on voit dans ce graphique, horizontalement, on a la fréquence des cycles, donc il y a plusieurs centaines de cycles, chaque point c'est un cycle de marche. Verticalement, c'est l'énergie cinétique, et évidemment que tout ça change au cours du temps. Mais pourtant, statistiquement, il y a un lien linéaire là qui est irréfutable. Et le lien linéaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette variable-là, cette grandeur I, c'est la pente en fait de l'énergie cinétique en fonction de la fréquence. Donc finalement, quand vous marchez, puisque ça peut se transposer à vous, adulte, bonne santé, on l'espère pour tout le monde, c'est quand vous marchez, peut-être que d'un pas à l'autre, il y a des gros changements. Il y a un pas plus court, un pas plus long, parce que j'ai dû m'adapter à l'environnement. Mais en fait, jamais on ne fait n'importe quoi, parce qu'il y a une contrainte qui est intégrée, qui est ici, et qui, en fait, c'est une contrainte qui est cachée dans notre mouvement et qu'on a sans doute apprise. À nouveau, l'apprentissage, comment ça s'effectue, c'est un sujet de recherche très débattu, disons. Alors, on s'approche de la conclusion et est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Parce que le but, quand même, c'est de se dire, souvenez-vous de la question initiale, je pourrais choisir de ne pas suivre la mécanique, je me rends compte que je le fais quand même si ce n'est pas la mécanique la plus simple. Mais il y a des formes de principes dynamiques que je respecte. Est-ce que je vais encore les respecter si on me plonge dans un environnement que j'ai
jamais rencontré. En quelque sorte, à quelle vitesse est-ce que je vais apprendre la mécanique ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Et c'est là que mes collègues de Bourgogne sont spécialistes. On peut faire des expériences en gravité modifiée. Il y a 2 types d'environnements accessibles en laboratoire. Accessibles, on se comprend, ce sont les centrifugeuses pour entraînement des astronautes. Donc ces dispositifs énormes dans lesquels on peut mettre un humain et avec un bras qui tourne. Et il y a les vols paraboliques. Et tout ce genre d'expérience peut se réaliser en centrifugeuse ou en vol parabolique. Un exemple, on emmène des participants dans des sessions de vol parabolique. Ça, c'est le profil de G en fonction du temps. Donc, lorsque l'avion est en phase ascendante, on monte jusque presque 2G, puis on coupe les moteurs et il y a une vraie phase ici où on est en apesanteur, 0G, puis on revient, c'est cyclique. On recommence ça plusieurs fois dans une session avec un participant. Et juste pour voir, on demande à la personne de faire un mouvement périodique. Donc pour cette expérience-là, sur le mur, là, c'est un peu comme les 2 hublots, il y a 2 marqueurs et on dit à la personne, avec le bout de ton doigt, essaye de faire un tracé comme ça en forme de 8, où tu slalomes entre les 2 hublots ici en l'occurrence. Et on demande ça aux participants. Et on voit, ok, le tracé est là, c'est variable, mais variable comment ? On peut se dire, tiens, ça, c'est quelque chose que la mécanique hamiltonienne peut gérer et que les autres mécaniques gèrent beaucoup plus difficilement. J'ai un paramètre dans la dynamique du système qui change avec le temps et ici, c'est l'accélération de la pesanteur. Là, vous avez une représentation d'1 degré de liberté dans l'espace des phases, vitesse et position, et le code couleur, c'est la gravité. Et donc, vous voyez ici que tous ces cycles, ils ont tendance à vraiment s'agrandir selon qu'on augmente ou qu'on diminue la gravité. Donc ici, dans mon code couleur, ceci c'est la gravité plus importante et ceci c'est la gravité plus petite. Et lorsqu'on essaye de modéliser ça en termes de mécanique hamiltonienne, on essaye d'exprimer les variables d'action qui deviennent maintenant ce qu'on appelle des invariants adiabatiques. Et le modèle mécanique dit que on devrait observer une augmentation linéaire de la surface de ces cycles-là en fonction de G. Et en fait, cette augmentation est précisément observée, donc ça c'est les points expérimentaux, moyens, chez les différents participants. Et donc ce qu'on voit, c'est que non seulement la mécanique elle est cachée dans nos mouvements, mais que si on me change brutalement de conditions, voilà, tous les participants n'avaient a priori, c'était pas des astronautes, ils n'avaient jamais rencontré dans leur vie des situations en hypergravité ou en microgravité, et pourtant, l'apprentissage, il se fait extrêmement vite en fait, et donc assez rapidement. Après une période de transition quand même, faut l'avouer, c'est pas immédiat, mais après même pas une minute de tâtonnement, finalement, les participants arrivent à ce qui est demandé et conseillé par la mécanique. Donc, en guise de conclusion, on ne s'en rend pas toujours compte, mais derrière nos mouvements, on a intégré des principes mécaniques qui demande à être explorée. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus on va profondément dans les formulations de la mécanique, plus on apprend des choses. Et donc, c'est un domaine qui est certainement à être continué. On ne fait que toucher du doigt, finalement, ces analyses mécaniques du mouvement humain. Voilà, merci à tous. Merci Fabien pour cette chouette présentation. Alors, comme à l'accoutumée, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que quelqu'un veut interroger ? Ah oui, voilà.
C'est pas tant une question, c'est plus une remarque. Je pense que dans un vol parabolique, je suis pas du tout sûr qu'on coupe les moteurs. Parce que Oui. sinon, je pense que les gens, au lieu de faire ceci, il faut un mouvement beaucoup plus complexe qui est ceci. C'est ça. Mais ceci dit, ils n'ont pas fière allure. Hein. Quand tu regardes les vidéos de malheureux qui sont en centrifugeuse, quand on s'approche de 2G et demi, on sent que c'est dur. Hein. Alors, tu as parlé de jerk. Est-ce qu'on a pensé étudier le mouvement de gens qui dansent le jerk? Évidemment. Et attends, alors ça, si tu veux trouver des études mécaniques sur les danseurs, incroyable. Jerk a un sens beaucoup plus grivois aussi en argot américain. On met gardons la danse. Hein. Ouais. C'est ça. Oui, j'arrive tout de suite. Voilà, tu as montré un cycle pour une personne de 22 ans, je crois, quelque chose comme ça, un adulte en bonne santé. Est-ce qu'on sait s'il y a des différences entre pays, entre cultures, des choses comme ça? Dans la manière d'aborder le... Oui, dans le cycle, par exemple, est-ce qu'on voit des différences d'un pays à l'autre, ou bien est-ce que c'est toujours la même chose partout? Est-ce que c'est universel, si tu veux, ou est-ce qu'il y a une part d'éducation quelque part? Certainement. Donc ceci d'abord, c'est pas des tracés qu'on voit. On voit ça depuis peu, donc je pense pas qu'on va trouver des études sur les différences culturelles. C'est une bonne question, mais en fait, il n'y a pas tellement. C'est pour ça que j'avais mentionné ce travail-ci là, qui date de 1995, où il montre finalement une adaptation culturelle, guidée par les habitudes de vie finalement du mouvement des participants. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ceci a été généralisé à d'autres. En fait, ce qu'on va trouver beaucoup plus dans ce genre de littérature, c'est une adaptation du mouvement en fonction de l'expertise. Donc, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'un basketteur professionnel va sauter de la même façon qu'un basketteur normal? Est-ce qu'un archer a la même fluidité du mouvement s'il est expert que débutant? Ça, c'est des choses qui se trouvent plus, à ma connaissance, que les études culturelles. Et dans le cas du geste expert, en tout cas, oui, il y a des adaptations très claires qui sont montrées. Il y a même eu des études, même ici, pas loin, à l'aéroport de Gosselies, sur les bagagistes, par exemple, où on se rend compte que les bagagistes qui ont une carrière plus longue sans se blesser, finalement agissent différemment pour prendre leur valise en soude. Donc plutôt que culturel, c'est plus l'expérience qui façonne clairement. Oui, là l'effet est clair. Est-ce qu'il y a encore une question dans la... Oui. Merci pour la présentation. J'ai une petite question sur toutes ces études. Est-ce qu'on prévoit de les utiliser ou est-ce qu'on les utilise déjà, par exemple, pour monitorer l'état de quelqu'un? Je pense à un pilote, par exemple, qu'on aimerait voir s'il est, je sais pas, s'il est en état d'ébriété, sous l'effet de substances ou au contraire, s'il est sain. Est-ce qu'on pourrait utiliser tout ça pour monitorer ses états de santé? En fait, ça c'est une étape... ultérieure, c'est un peu comme quand il y a des médicaments en fait, c'est-à-dire que de ces résultats préliminaires, il faudrait quelque part les transformer en normes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est normal ou pas. Et en fait, des tracés comme ça qui sont obtenus sur un échantillon de 20-30 personnes montrent un phénomène, suggère une certaine normalité, mais c'est un point statistique en fait. Pour le transformer en monitoring, c'est vrai qu'il faudrait avoir une très bonne certitude sur ce qui est l'état normal ou pas. Et voire même, imagine, pour transformer ça en texte légal, par exemple. Et ça, c'est vraiment un autre débat qui nécessite, finalement, de la même façon qu'un médicament, on va l'administrer à des milliers de personnes, sauf en temps de Covid, mais en principe, c'est comme ça que ça se passe. Et ben ici aussi, si on veut se servir de ça comme outil de contrôle ou de réglementation, il faudrait aller beaucoup plus loin dans le nombre de participants.
en fait. Et oui, en fait, c'est envisageable sur le principe, mais pas avec ce qu'on a actuellement. Voilà. Le premier test d'algorithme aux États-Unis, c'était marché. Ouais. Et alors aussi se pose une question, lorsqu'on sort du fondamental, c'est vrai que se pose aussi la question de la plus-value. Hein, c'est toujours de dire qu'est-ce que j'apprends en plus avec ces moyens techniques que, comme on dit, avec un test simple où tu marches le long d'une ligne droite, quoi. Donc c'est des beaux sujets, mais c'est une autre direction. Tu as par exemple beaucoup ça dans le domaine de la médecine du travail et de l'ergonomie, où en fait le médecin du travail passe beaucoup de temps à analyser la gestuelle des travailleurs. Il y a des grilles d'évaluation très précises qui permettent d'évaluer le risque associé à un poste de travail. Et ces grilles sont majoritairement qualitatives, donc c'est l'observation visuelle et on score des items. Et il y a évidemment beaucoup de travail qui est consacré à du développement technique qui analyserait plus précisément, plus automatiquement le mouvement, par exemple. Ça, oui, hein, il y a des projets très concrets, pour le coup, qui sont mis en œuvre d'observation du travailleur, par exemple. Ok, merci. Encore une petite question. Au même titre qu'on utilise les variables d'action pour monitorer une belle marche, on va dire, est-ce qu'on sait aussi, par exemple, donner l'évolution dans le cas d'une chute? Quelle est l'évolution lorsqu'on passe de la marche à éventuellement quelqu'un qui tombe? Est-ce qu'on a aussi des schémas d'évolution de comment va se comporter la variable d'action? Moins chouette. La variable d'action, c'est vraiment super quand tu as un motif périodique. Et donc, la chute en tant que telle va être moins étudiée. Par contre, et ça suscite beaucoup de travaux. Je vais pas répondre exactement, mais ce que je peux dire, c'est que la prédiction du risque de chute, ça c'est vraiment un challenge qui intéresserait. Ça c'est une application sociétale, quoi. Parce que chez les personnes âgées, dans tous les pays du monde, en fait, la première cause de mortalité, c'est les chutes. Soit risque direct, soit indirect, les complications du fait de la chute. Et donc, si on pouvait, je reviens sur l'idée du monitoring, le rêve que beaucoup de personnes poursuivent, c'est d'avoir un outil de monitoring du mouvement qui puisse prédire à partir de quel moment, par exemple, une personne seule devient un risque de chute. Et ça, il y a énormément de projets en cours, mais je n'ai pas connaissance... J'ai pas connaissance d'une réponse simple à cette question-là. Alors peut-être que ces outils-là peuvent aider, hein. Ça c'est pourquoi pas, mais ça c'est encore en devenir. Mais de toute façon, c'est des sujets qui ont un bel avenir, puisque dans tout smartphone, par exemple, il y a un accéléromètre. Donc en permanence, on peut suivre le mouvement de quelqu'un très facilement aujourd'hui, et donc ce genre de choses va forcément être appliqué au risque de chute. Alors, il est 17, donc peut-être encore une très petite question, si quelqu'un en a une. Non? Bon, c'est parfait alors. Je vous propose de clôturer la session. J'aimerais juste adresser un tout dernier remerciement, en fait un remerciement à vous, parce qu'aujourd'hui on a atteint un record d'inscription pour les séminaires sandwich. Donc merci de répondre aussi positivement à cet accueil. Nous, ça nous fait très plaisir et ça nous encourage à continuer sur cette lancée. Donc merci à vous, vous pouvez vous applaudir. Merci.